Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous suivre, de l'appui, de tout l'amour, surtout sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On est toujours en train de grandir cette plateforme-là. Évidemment, sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcasts, sur tous les réseaux sociaux. Et that's it. Salim, ça va bien? Ça va, ça va. Écoute, on a pris une semaine de congé la semaine dernière. Ouais. Depuis début janvier, là, je pense qu'on n'avait pris aucune semaine de congé. Zéro. Alors, la semaine dernière, on l'a mérité, je pense. On l'a mérité. C'est bon. Salim, je suis content aujourd'hui parce que on n'a pas de notes. J'ai rien préparé. Pour une fois, on va s'asseoir comme des jeunes petits élèves là, au devant de la classe. Puis, school is in session. On va apprendre. Ça fait longtemps qu'on discute avec Salim. Qu'est-ce qu'on fait avec la politique américaine? Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on n'en discute pas? Il y a d'autres plateformes pour s'occuper de ça. Mais il y a toujours un intérêt. Il y a des élections qui s'en viennent, évidemment. Puis, on a choisi, évidemment, la meilleure personne. Effectivement, on en parle déjà depuis quelques semaines. Et effectivement, et on est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Valérie Beaudoin. Bonjour. Bonjour, c'est donc bien gentil. Merci. Quelle introduction. Valérie Beaudoin, on te suit à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Puis là, sur un nouveau balado, oui. Miss America, on va en parler évidemment. Est-ce qu'il manque quelque chose? Là? Il manque peut-être un livre, un film? Pas encore de livre, pas de film. Je fais des chroniques à l'écrit pour nouveau. Alors, j'écoute, je suis un peu sur toutes les plateformes, je te dirais. Le balado, il manquait ça. Le livre, ça sera la prochaine étape. Je suis désolée pour les gens qui ne m'aiment pas, ils vont me voir partout. C'est bon. Non, mais écoute, un livre, ce serait parfait, c'est idéal. Oui. Juste trouver le temps avec tout ce que vous venez de nommer, d'écrire le livre, le 10 livres en quelque part. Non, effectivement. Mais ça fait pas beaucoup. Oui. Ouais. Oui, chez les petits cernes qui le disent. Oui, ça fait beaucoup, mais honnêtement, j'adore ça. Puis quand tu te prépares une fois pour une chronique et que tu la redis de différentes façons sur différentes plateformes, honnêtement, ça semble beaucoup plus de préparation par moment que c'est dans le concret. Ouais. C'est juste la gestion du temps. Parce que souvent, je commence, des fois, je fais de la télé à 6h40 le matin et je fais les débatteurs à nouveau jusqu'à 23h. Et là, ça n'arrête pas. Des fois, j'ai 10, 11 entrevues dans la journée. J'ai un enfant là-dedans. Je ne suis pas très bonne pour gérer mon horaire à la base. Alors, pour moi, c'est un défi de tous les instants. Alors, oui, c'est beaucoup, mais honnêtement, comme je l'ai dit, j'aime tellement ça que c'est pas du travail. Puis je le dis tout le temps. Je ne veux pas que mes patrons entendent. Mais je le ferais même si je n'étais pas payée tellement j'aime ça. Mais, bon. mais on ferme la parenthèse puis on peut couper ça au montage. Non, c'est bon. Mais alors, Valérie, d'abord, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Bon, alors, Valérie, avant qu'on parle un peu de politique, évidemment, américaine, dont tu es une des spécialistes au Québec. Et on voudrait savoir un peu qui est Valérie. Donc, je sais pas, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, puis comment tu es arrivé jusque dans les médias, à faire brillamment ta place, d'être sur diverses plateformes, etc. Puis là, honnêtement, t'es rendu maintenant une référence de la politique américaine au Québec. Bien, écoute, je suis vraiment une petite hybride parce que je viens pas juste du milieu académique ou juste du milieu des médias, je viens des deux. Et je me considère pas, oui, je suis chercheur, mais je suis vraiment moins académique, je suis plus terrain. Je suis vraiment une fille de terrain, donc j'ai fait mon bac à l'UQAM en relations internationales. J'ai fait un stage où j'ai travaillé pendant 6 mois à Washington pour l'Université de la défense américaine. Ça a confirmé mon amour pour les États-Unis. Écoute, on est en 2009 à l'époque. Barack Obama vient de commencer la présidence. On est dans l'ère Yes Weekend, l'espoir, le renouveau, premier Afro-Américain qui est à la tête du plus grand et plus beau pays du monde. Dans ma tête, c'était bien sûr ça à l'époque. Alors, je tripais politique américaine. Je suis revenue au Québec avec un beau bagage. Il n'y avait pas de job. Il n'y avait pas de job en politique. C'était les coupures à l'époque de Stephen Harper qui avait fait beaucoup de coupures dans les médias, les organismes communautaires, tout ça. Donc, il n'y avait pas d'argent. Alors, j'ai dit, je vais prendre une année sabbatique. Je vais voir ce que je veux faire. Et je suis allée en communication par la suite. Donc, j'ai dit, je vais essayer. Le monde des médias m'intéresse aussi, là, pas juste la politique. Et j'ai commencé, après ça, à être journaliste. J'ai fait du fait divers. Je travaillais à vie de recherche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le poste de télé que vous étiez obligé d'avoir, où on disait la police de Richelieu-Saint-Laurent recherche un homme pour tel crime, là, et tout ça. Bon, mais il y avait aussi des reportages et c'est la meilleure des écoles parce qu'il n'y a pas de grande code d'écoute. Alors, si tu te plantes, c'est un petit peu, c'est un peu moins grave. Donc, j'ai appris à faire du journalisme comme ça et j'ai adoré ça. Alors, j'ai autant parlé, j'ai fait un documentaire sur les motards.
Donc, j'ai un passé qui n'a aucun lien avec la politique américaine aussi. Après ça, j'ai été recherchiste au 98.5. Et là, c'est comme ça, en ayant des contacts. Parce que oui, on va le dire, c'est un milieu de contact. Je faisais du terrain, je faisais ma maîtrise en même temps. Je suis allée par moi-même voir l'élection de Trump contre Clinton. Je me suis rendue à New York, je vais me trouver un moyen d'aller dans un des deux parties, là, soit du Parti républicain ou démocrate, parce que je tripais là-dessus. Puis là, il y a de mes boss qui ont dit « Hey, mais toi, on t'a entendu, là, tu fais des médias, tu t'as déjà remplacé à la salle de nouvelles, tu as couvert le palais de justice, tout ça. Est-ce que tu as le goût de nous parler de là-bas? » OK. Alors, j'ai commencé même à C'est quoi? Rythme FM. C'est vraiment là que ça a commencé. Wow. Et ils se sont dit, ah, ben finalement, elle est bonne, la fille. On va continuer de lui donner une chance. Puis après ça, télé et autres. Donc, c'est un effet boule de neige, mais je viens pas juste de... C'est ça que j'essaie d'expliquer. Pas juste du milieu académique. C'est souvent le chemin habituel. Soit tu as fait de la politique ou soit tu viens du milieu académique puis après ça, on te demande d'expliquer tout ça dans les médias. On va mettre la table, si vous voulez, parce que, tu sais, on suit ce qui se passe dans le monde, OK? Puis, tu sais, on a l'impression que, tu sais, l'état de la politique mondiale a complètement bouleversé. Mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il y a une guerre en Europe et au Moyen-Orient, puis plein d'affaires qui se passent partout. Mais je sais pas pour vous, mais moi, j'ai ce sentiment que les 5, 6, 7 dernières années, même en Amérique, il y a un problème. Puis je reviens, je me rappelle bien des années 90 où il y avait une guerre en Europe de l'Est, il y avait une guerre au Moyen-Orient, ça allait pas bien du tout. Mais on avait un sentiment qu'en Amérique, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, il y avait une saine gouvernance. Qu'on soit d'accord avec le parti au pouvoir, qu'on soit démocrate ou républicain ou libéral ou conservateur, il y avait un sentiment plus généralisé qu'au moins, il y a une saine gouvernance, les choses vont bien, on n'aime pas le gouvernement, mais it's OK, on est correct. J'ai l'impression que peut-être 6, 7, 8 dernières années, peut-être qu'on a perdu ça aussi. Il y a un manque de confiance envers le gouvernement. Je ne sais pas si c'est les gens qui ont changé ou si c'est la politique qui a changé les gens. Peut-être c'est la même chose, je ne sais pas, mais je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si tu ressens ça aussi. Bien, aux États-Unis, c'est clair. Honnêtement, dans tous les sondages, la baisse de confiance envers le Congrès, la présidence, toutes les institutions, là, c'est au plus bas. Alors, c'est juste une courbe qui descend. Les gens ont encore confiance. L'armée, les petites entreprises, c'est pas mal ça. Je vais être bien sincère, là. Il n'y a pas de confiance. Alors, ce que les élus font, les gens ne le suivent pas nécessairement. S'ils suivent quelque chose qui les intéresse, mais c'est pas dans leur parti ou dans leur ligne de pensée, ben ce que les autres font, ben c'est pas très intéressant, c'est pas pertinent. Pardonnez-moi l'expression, c'est un peu de la merde. Alors, les gens vraiment sont pas intéressés à voir l'autre point de vue. Et oui, il y a tellement d'opposition au sein du gouvernement américain, il y a tellement de polarisation que quand tu regardes ça, est-ce que ça te tente vraiment de t'impliquer puis de voir puis de croire ce que les élus te disent? C'est parce qu'ils te disent la chose la plus opposée possible. Il n'y a pas vraiment en ce moment de la place à quelque chose qui est au centre, qui est modéré. Alors, je me mets à la place d'un électeur américain puis des fois, je me dis que je serais vraiment découragée. Je ne sais même pas, j'aurais le goût d'aller tant que ça voter. Alors, mais pourquoi on est arrivé, désolé, mais ou comment qu'on est arrivé là? Bien, je pense que la perte de confiance des institutions, il y a eu, entre autres, ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, la démocratie qui a été vraiment affaiblie aussi par ça, le fait qu'on remette en question les élections. Est-ce que l'intégrité électorale, c'est quand même très, très important dans une grande démocratie de se dire, bien, on est capable de voter, c'est sécuritaire. Là, quand les deux camps te disent une chose qui est complètement opposée, je pense que ça aussi, ça t'enlève de la confiance envers les institutions. La Cour suprême, le fait que c'est autant polarisé de part et d'autre. La majorité des Américains ne voulaient rien savoir du renversement de Roe contre Wade, la décision qui faisait garantissait finalement les droits pour l'avortement à travers le pays. Et on a renversé ça. On se dit, OK, mais est-ce qu'on écoute vraiment le peuple américain? Alors, les gens voient tout un agenda dans tout ça. Alors, c'est plein de petites décisions. Je pense que c'est pas juste la présidence Trump qui a fait que les gens ont plus nécessairement confiance envers les institutions. Je pense qu'on lui met beaucoup de choses sur le dos. Certaines avec raison, certaines que c'était déjà des problématiques qui étaient là auparavant et qui se sont accélérées. Le fossé entre les riches et les pauvres aux États-Unis, il n'y a pas de filet social. Je pourrais continuer d'en nommer comme ça. Il n'y a pas de congé de maternité. Les gens se disent, OK, on paye pourquoi? Oui, c'est pas comme les impôts comme ici, mais je pense qu'ils se font promettre beaucoup de choses et ils n'ont pas grand-chose en retour. Et là, je généralise parce que, bien sûr, c'est différent dans certains États. Là. Alors, c'est très intéressant. Il y a plusieurs des éléments de réponse que tu viens d'apporter qu'on va peut-être aborder un peu plus tard. Mais c'est intéressant l'angle de la question de George parce que
les États-Unis, tu disais le plus beau pays du monde, etc. Puis moi aussi, je suis un grand fan de ce pays que je trouve absolument fantastique, fabuleux et enfin, en tout cas, c'est genre très attirant. Mais on a souvent dit des États-Unis que c'était la plus grande démocratie du monde. On parlait souvent du président américain comme étant le leader of the free world. Tu sais? Et alors, il y a beaucoup de gens qui le pensent encore parce que ça fait des décennies qu'on le dit, donc à un moment donné, ça devient comme une espèce de vérité générale. Mais avec ce qu'on observe, c'est-à-dire justement cette perte de confiance dans les institutions, on a comme l'impression que c'est la démocratie américaine qui est affaiblie et l'oncle Sam, d'une manière générale, qui est affaibli à l'échelle de la planète. Et c'est là pourquoi je faisais référence à la question de George, parce que moi, j'ai l'impression que vu de l'extérieur des États-Unis, les États-Unis, c'est plus tellement la plus grande démocratie du monde. Là, mais l'étoile américaine ne brille pas autant qu'avant. Hein. C'est vraiment ça, parce qu'on voyait ça, le modèle, et le modèle qui est imposé aussi à d'autres pays. Hein. Les pays que les Américains disaient vouloir sauver et dire voici comment on fait la démocratie, c'est comme ça, c'est comme nous on le fait et c'est parfait. Le problème avec tout ça, c'est pas que je dis pas que les États-Unis, c'est pas une à c'est qu'elle n'est pas parfaite. Et à force de dire que toujours tout est parfait puis que les autres font mal les choses, je pense que même des alliés des Américains ont commencé à dire finalement, on va regarder d'autres modèles. Les pays européens, avec la présidence Trump, ils se sont sentis complètement délaissés, mis de côté. Ils ont commencé à s'organiser ensemble. Le leadership n'était plus le même qu'auparavant. Biden essaie de refaire sa place là-dedans en levant la main en disant « Je sais que vous êtes sentis un peu délaissés, les amis, là, mais je suis de retour. » Est-ce qu'on peut réparer tous les pots cassés comme ça? Je ne pense pas. Et oui, quand il y a eu l'assaut du Capitole en janvier 2021, les ennemis des États-Unis ont vu la plus belle opportunité. Vladimir Poutine qui dit hey, écoutez, ils nous crachent dessus, les Américains, depuis combien d'années pour dire qu'on est une dictature, que ça va pas bien, mais regardez ce qui se passe. Je suis pas en train de dire que Vladimir Poutine n'est pas un dictateur. Là. Je veux juste préciser mes propos, mais je comprends sa réaction. Puis aussi en Chine, il disait la même chose. On nous regarde de haut, mais après ça, eux, ils laissent les gens rentrer dans leur symbole démocratique suprême, qui est le Congrès américain. Ils laissent menacer, des élus sont menacés, des élus ont peur, et après ça, on dit que l'intégrité des élections n'est pas bonne. Alors, si vous nous faites la leçon, puis vous n'êtes même pas capable de tenir une élection et qu'il y a un vrai leader qui est là, qui est élu, ça devient un peu difficile après ça de nous faire la morale. Et il faut se rappeler aussi qu'aux États-Unis, je le préciser, chez les républicains, il y a à peu près 70 au moins % d'entre eux qui pensent que Biden n'a pas été élu légitimement. Oui. C'est pas un petit chiffre, là. Il y a une très, très grande partie des Américains. Donc, imaginez tout ce contexte-là, puis après ça, tu te bombes le chest, excusez-moi, la poitrine à l'extérieur pour dire « on est meilleur que vous ». Ça commence à peser. Oui, c'est comme, dans le fond, c'est un petit peu, il y a comme un esprit paradoxal. C'est-à-dire, tu arrives avec des valeurs, des principes, etc. Tu t'essayes de les imposer au monde, mais à un moment donné, on se rend compte que chez soi, ça ne fonctionne pas comme on souhaiterait ou comme on le dit, puis forcément, il y a de la... Mais alors, justement, Valérie, là, c'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis 70% des Américains qui pensent que Biden n'a pas été légitimement élu. Des républicains, oui, des parce républicains, que les démocrates le croient, là, mais il y a quand Ouais. même une grande partie républicaine, puis c'est peut-être même plus que ça maintenant, Ouais. le chiffre. Ce qui est énorme, hein, Oui. parce que dans un pays de quoi, près de 400 millions, à un moment donné, ça fait beaucoup de pas monde. mal de monde. Ça fait beaucoup de monde. Mais alors, justement, on va rentrer un petit peu plus dans la poutine, là. Tu sais, regarde, admettons que Biden, là, il gagne la prochaine élection. Oui. Là, avec Mike Johnson, qui a succédé un peu à Pelosi, là, mais Oui, qui est à la tête de la Chambre des représentants. Exactement. Tu sais, admettons que Biden gagne, mais que un Mike Johnson, il emboîte le pas au discours de Trump qui dit elle est encore truquée, cette élection-là. D'un point de vue de la gouvernance, comment ça fonctionne? Parce que comment tu ratifies ces votes-là? Ces votes électoraux. Bien, je pense que la situation est moins dramatique que la dernière fois, juste parce que Trump n'est pas au pouvoir. Okay. Trump était le président, le vice-président, c'était Mike Pence. On se souvient là, de la pression qu'il faisait sur son vice-président de dire « je veux pas que tu certifies le résultat de l'élection ». Tandis que maintenant, la personne qui doit certifier le résultat de l'élection, à la toute fin,
ça va être Kamala Harris. Donc, il n'y aura pas cette menace-là, au moins que la personne, le numéro 2 du gouvernement, empêche cette certification des résultats de l'élection. Est-ce que ça peut être un beau bordel à la Chambre des représentants? La réponse est oui. Mais je pense qu'il y a moins de risques pour la démocratie ou pour, disons, l'instabilité qu'on a eue par le passé. Par contre, je vois un scénario où Biden est réélu et le Sénat et la Chambre des représentants, c'est la majorité républicaine. Déjà que ça fonctionne mal, le travail ensemble, puis en théorie, c'est super beau le check and balance aux États-Unis. La balance du pouvoir, justement, c'est pas tout concentré entre les mains d'un seul parti. On doit collaborer ensemble. Mais dans un contexte d'hyperpolarisation, dans un contexte, par exemple, où on remet en question l'intégrité électorale à une deuxième reprise, comment tu collabores ensemble? Est-ce que tous les projets de loi vont être centrés justement sur l'intégrité électorale? Est-ce qu'il va y avoir de la pression? Est-ce qu'on va vouloir destituer Biden pour dire que lui est de mèche avec les autres pour... Là, je fais des scénarios un peu catastrophes, oui. Hein? Qui est de mèche avec les autres pour avoir empêché la victoire de Trump. Ça, c'est des scénarios que je peux voir. Encore une fois, c'est les Américains qui sont perdants parce qu'on est en train de parler des problèmes de l'inflation? Est-ce qu'on est en train de parler de ce qui est nécessaire? Des conflits à travers la planète aussi? Non plus. On veut parler de l'intégrité électorale. Et je ne vois pas... Je vois quand même le scénario que Trump retente sa chance encore dans 4 ans s'il ne gagne pas la prochaine fois. Penses? Je pense qu'il y a une possibilité. Écoute, l'âge ne semble pas être une limite pour nos candidats en ce moment. Alors, s'il est encore en forme, et s'il le dit, il dit encore, j'ai gagné en 2020, je vais regagner en 2024. Et on est en 2024. Et ce que j'entends à tous les jours, c'est encore j'ai gagné en 2020. Donc, j'ai l'impression que la cassette ne changera pas avec les mois qui passent. Je veux dire quelque chose, puis je ne veux pas paraître méchant, OK? Mais il faut le dire, puis je ne suis pas le seul à le remarquer non plus. On a 2 candidats qui semblent ne pas être fit pour la job. Là, des deux côtés. Du côté des démocrates et des républicains. Puis on se demande, c'est-tu vraiment les meilleurs choix? 400 millions de personnes aux États-Unis, c'est ces 2 personnes-là, franchement. Et je veux pas, tu sais, je me moque pas de un ou l'autre, mais tu sais, t'as Joe Biden d'un côté qui semble ne pas être tout à fait à 100%. Et l'autre, il est mêlé avec des scandales. Des scandales, puis il est en cours, puis qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Je suis 100% d'accord avec toi qu'il y a d'autres choix à travers les 330 et plus millions d'habitants. C'est la question qui revient le plus souvent. Pourquoi ces 2-là? C'est un concours de circonstances. Ils sont vraiment là en raison des circonstances. Trump, parce qu'il veut se venger de l'élection de 2020 qu'il dit avoir gagné. Donc, il est en esprit de vengeance. Et Donald Trump, il n'aime pas perdre. Hein? Si on a appris quelque chose par son passé en immobilier, il va préférer faire faillite ou régler en recours. Jamais il veut avoir le statut et l'étiquette de perdant. Alors ça, c'est la première des choses. Il veut être un gagnant. Il veut le faire. On va même revenir sur les procès en disant que s'il est président, il peut peut-être en mettre de côté. Il y en a au moins 2 qui peuvent sauter comme procès. Alors ça, je pense que c'est un argument de vente qui est assez important. Et pour Biden, il est là et il le dit, et je le crois, ce scénario-là, personnellement, il est là parce que Trump est là. Parce que Biden, je vais aller dans le stéréotype, il n'y a personne qui voulait de lui en 2020. Hein, dans la dernière élection, j'ai fait du terrain, là, en Californie, au New Hampshire, j'en ai fait un peu partout aux États-Unis, et on me disait, on aimait mieux Pete Buttigieg, on aimait mieux Kamala Harris, on aimait mieux Amy Klobuchar, on aimait tout le monde sauf Biden. C'est le choix à la fin. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait de l'expérience, qui était âgé, c'était son atout, qui était blanc, qui était modéré, qui n'était pas un extrémiste à gauche. Alors, il se disait, je vais aller chercher les votes que Trump a perdus. C'est clairement ça. C'est ça l'unique raison pour moi. La stabilité, puis le confort qu'il ne va pas changer trop les choses. Et là, on se retrouve 4 ans plus tard, Trump qui veut revenir, Biden qui se dit, finalement, j'ai pas fait si mal que ça, je vais rester encore parce que je pense que j'ai cet attrait-là qui est encore là. Et tu sais quoi? Biden, le fait qu'il n'est pas présent, fait que les démocrates font leur travail. Les démocrates en passent plein de projets de loi. Honnêtement, au niveau législatif, là, c'est A+. Pour les démocrates. Ils ont des projets sur les armes à feu bipartisans, projets sur les infrastructures, des investissements de millions dans les énergies vertes, le Inflation Reduction Act. Ça ne s'est jamais vu dans les années. Ils ont tellement de milliards à dépenser là, qu'ils ne savent même plus où mettre l'argent. Alors, il y a plein de choses qu'ils ont fait en tendant la main à leur ennemi politique. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils n'ont pas un président qui essaie de tirer tout le jus là, puis il n'essaie pas de prendre toute la place. Alors, Biden, le fait qu'il est effacé, pour moi, c'est quand même un atout. Est-ce que c'est le meilleur candidat? Non. J'essaie juste dans les circonstances de vous trouver les points positifs parce qu'il y en a. Mais est-ce qu'il est assez en forme pour faire un autre 4 ans? Je ne suis pas sa médecin. Mais... alors, justement, tu sais,
on peut parler un peu d'expérience politique, enfin en tout cas faire le parallèle entre ce qu'on a pu connaître lorsqu'on était en politique puis la politique en général. On n'est pas des experts de politique américaine, hein, certainement pas, on te défiera pas là-dessus, mais la politique, c'est de la politique. C'est ça, la politique, c'est de la politique et tu sais, souvent la perception en politique, on dit que perception is reality, on dit que la politique, ben, ça prend des tribuns, ça prend des gens qui sont capables de fédérer un tant soit peu leur population, etc. Puis bon, effectivement, au-delà de est-ce qu'on est républicain ou démocrate, il y a beaucoup de gens aux États-Unis, puis même à l'extérieur, quand ils observent et puis qu'ils voient Joe Biden, disons que ce n'est pas celui qui les inspire le plus. Alors, puis d'ailleurs, vous vous souviendrez, hein, la première fois, enfin en tout cas il y a 4 ans, Trump l'appelait Sleepy Joe. Puis honnêtement, c'est que je fais tous les efforts du monde de ne pas voir en lui quelqu'un qui est en train de dormir. Oui. Mais quand je regarde la télé, j'ai moi-même envie de dormir quand je le regarde. Là. Oui, mais il manque un petit peu de vigueur par moment. Hein. Il y a des bons moments, Joe Biden, au discours sur l'État de l'Union. Ça, on disait, qu'est-ce qu'il a pris avant? C'était l'espèce de rumeur qui circulait même. Là. Est-ce qu'il a pris une médication, de la drogue, trop de Red Bull? Je ne sais pas. Mais Joe Biden, on le voyait super combatif. Je le trouvais que c'était un très bon politicien. Mais il y a d'autres moments. Écoute, quand il lit son télésouffleur, puis il dit « silence ». Ou pause. C'est pas sa première fois qu'il est devant un télésouffleur. Là. Il fait de la politique depuis quoi, 50 ans? Tu as été vice-président des États-Unis, tu as été sénateur pendant X nombre d'années, tu as été à la tête de comité, puis là, c'est la première fois que tu es devant un télésouffleur. Moi, si je suis devant un télésouffleur pour la première fois, j'ai jamais fait ça. Là. Ça se peut que je fasse une petite erreur puis que je nomme pas la bonne chose. Mais si tu as de l'expérience comme Joe Biden, justement, tu te pètes les bretelles que c'est toi qui es le plus expérimenté, mais pourquoi tu fais ce genre d'erreur-là? Alors, au niveau cognitif, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Il y a l'âge aussi. J'ai toujours peur, là, puis je mets 2 paires de gants blancs quand je parle de son âge, parce que mon but, c'est pas de faire de l'âgisme. Parce qu'il y a des 80 ans qui sont plus en forme que d'autres. Hein? Je veux dire, moi, je vois une Jeannette Bertrand qui approche quoi, 100 ans, puis je serais en confiance de la voir à la tête peut-être d'un pays. C'est différent. Mais c'est ça. Alors, il y a quand même cette différence-là. Et veut pas, les problèmes cognitifs, les problèmes de santé, bien, sont plus nombreux quand tu vieillis. C'est juste la biologie. C'est pas. Alors, je peux comprendre aussi les Américains d'être inquiets d'avoir quelqu'un comme lui. Et est-ce qu'on a toute la transparence? Est-ce qu'on sait exactement au niveau cognitif comment ça se passe? C'est ça aussi. C'est qu'on n'a pas l'information. Et je pense que quand il y a pas ce flou-là, ça peut avoir des conséquences. Est-ce qu'il va faire son mandat au complet? Ça, c'est l'autre question. Hein. C'est pas pour rien que je me souviens, Nikki Haley, qui était la candidate opposée à Trump pendant les primaires républicaines, disait toujours, si vous votez pour Biden ou si Biden gagne, ça ne sera pas une présidence Biden, ça va être une présidence Harris. Ça, c'était la carte de la peur parce que les gens n'aiment pas Kamala Harris. Ils la trouvent encore plus à gauche. Ils ont peur d'elle. Alors, cette carte-là fonctionnait. Et je pense que Trump, s'il prend un petit conseil de Nikki Haley, il va utiliser ça aussi parce que ça va faire perdre des points à Biden. Je vais juste enchaîner sur une petite question, George. Tu nous disais un peu plus tôt que tu étais une fille de terrain. Oui. Tu étais allée sur le terrain, tu n'avais pas juste le côté académique, etc. Là. Alors, là, on fait une discussion, comme une discussion de salon. Là, OK. Personne qui nous filme ou qui nous enregistre. Non, personne. Ça ne sera pas diffusé sur les réseaux sociaux. Parfait, je vous crois. Mais, tu sais, je te raconte une anecdote, mais à partir de l'anecdote, on va pouvoir élaborer un petit peu. Il y a quelque temps, j'étais en République dominicaine avec mon épouse, puis on a croisé des Américains, là, puis évidemment, on a jasé un peu de politique, etc. T'es courageux. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, c'était des jeunes, à peu près même âge que nous autres, avec des enfants, puis tout, là, puis honnêtement, ils me donnaient pas du tout l'impression que c'était des électeurs trumpistes. Peut-être républicains, mais pas nécessairement trumpistes. Et pour eux autres, là, ils attendent qu'une seule chose. C'est la fin du mandat de Biden. Puis ils ont dit, hey, tu sais, Trump, là, au-delà de toutes ces frasques avec lesquelles on n'est pas d'accord, on est un peu plus puritain, mais on n'est pas d'accord, mais on est prêt à passer au-delà de ces frasques pour la simple raison que, avec lui, on pouvait payer le gaz moins cher. Parce que dans leur tête, là, c'est que le gaz coûtait moins cher. Oui. Avec lui,
tout coûté moins cher. Il n'a pas été si pire pour nous autres. Depuis que Biden est là, ça a augmenté ici, ça a augmenté là, ça nous coûte plus cher là. Puis là, regarde, là, on n'est pas dans le stéréotype de l'Américain qui n'était pas éduqué ni quoi que ce soit. Là. Non. Là, écoute, la fille avait fait son université en biologie, etc. Là, puis le gars, c'est un ingénieur qui travaille chez GM dans le coin de Détroit. Tu sais, je veux dire, on n'est pas chez quelqu'un là, chez des personnes qui ne savent pas réfléchir. Alors, est-ce qu'on est à ce point-ci, là, genre de penser à ça me coûte 15 sous de plus de gaz, etc. Là. Oui, 100%. Et tout ce que tu dis, je l'ai entendu des centaines de fois. On vote avec le portefeuille aux États-Unis. On vote énormément. Ici aussi, mais je pense pas dans la moindre mesure. Il y a quand même le côté social qui pèse un petit peu plus dans la balance. Mais aux États-Unis, c'est le salaire. J'ai parlé à des entrepreneurs qui me disaient avec Biden, le salaire minimum va augmenter. Je ne pourrais pas payer mes employés. Je vais perdre ma business. Donc, je vais voter républicain. Il y en a qui me disaient, je me ferme les yeux carrément. Je bouche mon nez. Je fais tout pour ne pas voir tout ce qu'il a fait, comment il a parlé des femmes, comment il parle des immigrants et tout ça, parce que je pense que c'est mieux. Et ça, c'est le problème des États-Unis. Il y a 2 partis. Et là, on pourrait parler du 3e parti, de Robert Kennedy Jr., de tout ça. Il n'y a pas de chance d'être président des États-Unis. Je vais mettre ça tout de suite. Là. C'est rare que je suis en certitude dans mes déclarations, mais ça, je peux vous le dire. À moins que les deux meurent des 2 côtés puis que là, tout le monde vote pour un indépendant, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est la première des choses. Alors, quand tu n'aimes pas les démocrates, puis il y en a là, que c'est générationnel. Ils détestent les démocrates. C'est des socialistes, c'est des communistes. Je l'ai entendu, tout ça. Là. Ils sont dangereux. Là, après ça, l'assurance maladie, ça aussi, c'est un désastre, cette idée-là. Ils vont voter républicain, peu importe qui est là. Ça pourrait être une marionnette, il voterait quand même républicain. Alors, il y a cette catégorie de gens-là. Il y a l'autre catégorie qui n'aime pas pantoute Biden, c'est politique, et que oui, il pense que Trump a quand même fait des bonnes choses. Et Trump n'a pas juste fait de mauvaises choses. Je pense que c'est plus le personnage de Trump qui a fait plus de troubles que ses politiques. Hein, parce que c'est quand même Trump qui a développé le vaccin avec, bien sûr, d'autres personnes, mais on l'oublie. Hein, il a fait certaines bonnes choses. C'est là que ça va moins bien dans certaines de ses déclarations et promesses électorales. Et l'autre chose que j'ai vue dans les dernières années, par exemple, j'étais en Floride au mois de mars et j'avais vu un propriétaire de motel en Floride, on est dans le typique québécois qui habite à Hollywood, qui est là depuis des années, très sympathique. Je l'ai vu il y a 6 ans. Je le revois 6 ans plus tard. Je l'avais vu aux élections de mi-mandat là-bas. Et je lui parle de Trump. La première fois, il me dit « J'ai voté pour Trump ou je vais voter pour lui parce que j'aime pas son côté social. Juste pour mon portefeuille, pour ce que ça me coûte, je vais voter pour lui. » 6 ans plus tard, voici ce qu'il m'a dit. C'est le Swamp qui veut, tuer Trump. Il va se faire assassiner bientôt, peut-être empoisonner. Les procès, c'est tout arrangé par Biden. Il s'est vraiment radicalisé, ce gars-là. Wow. Écoute, ça me faisait presque peur, tout ce qu'il me dit. Je me disais, est-ce que j'enregistre ça puis je le publie? Je me sentais presque mal de tout ce qu'il me disait. Il disait que Biden, c'était une marionnette du Deep State. Donc, tout ce que j'avais entendu dans les dernières années, c'est un homme d'affaires au départ qui me disait juste, j'aime pas ce qu'il dit puis ce qu'il fait, mais je vais voter pour lui pour le cash, le côté monétaire. 6 ans plus tard, ben là, on est rendu avec le Swamp, les tentatives d'assassinat, le Deep State. Ils veulent l'emprisonner. Sinon ils vont le tuer. Il m'a expliqué les méthodes qui pourraient peut-être le tuer. J'étais complètement abasourdie de ce que j'entendais. Il y a toutes sortes de gens qui peuvent voter pour Trump. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup dans cette histoire-là aux États-Unis, c'est que les gens pensent que, Trump est arrivé, puis tout à coup, la population américaine s'est polarisée. Je suis pas prêt à le croire. Moi, je pense que ces personnes-là existaient là, et puis ils ont trouvé une voie en Donald Trump, puis ils se sont juste... ils sont plus devenus plus... Exactement. Donc, c'est pas nouveau, là, aux États-Unis. Les gens, ce type de personnes-là existait, c'est juste que Donald Trump leur a donné une voix. La question, par contre, qui revient, c'est est-ce qu'on peut revenir ou est-ce qu'on va revenir à, entre guillemets, la normale? Je sais pas c'est quoi la normale, mais tu sais, on a une situation qui est très polarisante aux États-Unis. On le voit. Les gens, comme tu viens de décrire, ils ont pris un camp, puis l'appuient de façon vraiment populiste, presque. Moi, c'est comme, qu'est-ce qui arrivera dans 5, 6, 7, 8, 10 ans? Bien, c'est une très bonne question. Et c'est quoi la normalité est un peu aussi la question que je me renvoie à moi-même. Il y a eu cette polarisation, était là depuis toujours. J'ai l'impression qu'il y avait une certaine polarisation ou des extrêmes qui étaient dormantes. Hein. C'est tout ce qui est au niveau du racisme, l'extrême droite.
il y a quelques décennies, on disait ça haut et fort. Après ça, c'était complètement la chose que tu peux pas dire que tu es raciste aux États-Unis. Il y en a qui le sont encore dans le Sud puis qui le disaient, mais je veux dire, de façon générale, sur la place publique, il n'y a pas de gars d'extrême droite qui avait vraiment un micro puis que tout le monde les écoutait puis que c'était normal. Hein. C'était vraiment plus minoritaire. Et là, lui, il a comme dit que le discours raciste ou certains discours étaient légitimes. Et c'est ça qui a fait qu'il y a plus de polarisation où on la voit plus. Parce qu'elle était là, à mon avis. Le fait, par exemple, à Charlottesville, quand il y a eu une manifestation d'extrême droite de néo-nazis, puis il y a une femme qui a perdu la vie, elle avait dit « There's good people on both sides ». Je veux dire, ça va lui... Biden a dit « Je suis allé en politique à cause de cette déclaration-là, tellement c'était à l'extrême. » Donc ça, c'est un des exemples. Quand il parle des Proud Boys, là, il veut peut-être pardonner le leader des Proud Boys qui est en prison. Tu sais, quand tu as tout ce discours-là, il y en a qui se disent « Hey, mais tu sais quoi, moi, j'ai le droit de dire ça. Hein. J'ai le droit de dire que je suis raciste ou j'ai le droit d'avoir une certaine attitude. » Donc, cette polarisation-là, au niveau des... Là, je suis vraiment dans les extrêmes, elle est là. Mais au niveau politique, est-ce que quelqu'un peut avoir une carrière politique s'il est contre Donald Trump dans le Parti républicain? Parlez-en à Liz Cheney. La fille de Dick Cheney n'était pas plus conservatrice qu'elle, honnêtement. Là. Puis là, c'est rendu l'héroïne des démocrates. Hein. Ils ont des posters de Liz Cheney dans leur chambre, car finalement, c'est quelqu'un qui est contre l'avortement, qui est contre à peu près toutes les valeurs démocrates. Les gens ne survivent pas. Et c'est ça la polarisation, parce que tous ceux qui sont au centre, soit ils prennent leur retraite, soit ils se font montrer la porte, ils perdent leurs élections ou les primaires, ou s'ils restent, ben ils vont se fermer, puis ils vont pas trop parler, puis ils vont pas vouloir se prononcer sur des trucs controversés. Et ça, c'est dommage, parce que la beauté encore du système américain, c'était pas comme le système canadien, québécois de ligne de parti à tout prix. Tu avais des gens, même si c'était une politique, par exemple, de ton président qui présentait, c'était super important à ses yeux, mais si toi, tu trouves que c'est pas une bonne politique, puis que tes électeurs seront pas d'accord avec ça, bien, tu t'en vas de l'autre côté. Tu vas tendre la main à ton ennemi politique pour le temps d'un projet de loi. Tu vas travailler avec eux, puis c'est correct. Est-ce qu'on voit ça si souvent maintenant? Extrêmement rare. Extrêmement rare. Et ça fait que ça se rapproche peut-être un peu plus de notre système politique de ligne de parti. Et je trouve ça bien dommage. Alors justement, si on fait un petit parallèle avec le Canada, tu sais, les discours qui se sont radicalisés à droite et à gauche, c'est pas un phénomène juste américain. D'ailleurs, ça se peut que ce soit un courant américain qui atteint le Canada, qui sait, là, on n'ira pas nécessairement là-dedans, mais beaucoup de personnes qui observent la politique canadienne disent que si on pouvait davantage ramener le pouvoir au centre, ça irait chercher plus de monde et donc ça frustrerait aussi moins de monde. Est-ce qu'aux États-Unis, on n'est pas justement là-dedans? C'est-à-dire que cette polarisation fait en sorte que tout le monde s'en va vers les extrêmes, mais quelque part, il y a peut-être une majorité qu'on pourrait aller chercher un peu plus au centre. Puis là, quand je dis ça, c'est parce que souvent on tape sur les républicains parce qu'on les trouve intenses, surtout sur des questions à mon sens, de liberté fondamentale, là, sur les questions d'avortement, sur d'autres questions, etc., là. Qui ne sont pas populaires, comme les armes à feu, etc. Mais chez les démocrates, on peut aussi observer que parfois, il y a une espèce de radicalisation aussi un peu plus à gauche qui vient donner du gaz à ceux qui votent Trump. Est-ce que justement, quelque part, c'est ce qu'on est en train de perdre, c'est qu'on a deux partis qui chacun va dans un sens, mais dans le sens complètement opposé. Je pense que oui. Il y a une frange plus à l'extrême gauche du Parti démocrate. Je pense à le Squad, là, justement, avec Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on connaît bien, et ses acolytes, les autres femmes qui ont été aussi élues en 2018, qui emmènent large, un peu comme la frange de l'extrême droite qui est dans le Freedom Caucus, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Matt Gaetz et tout ça. Oui, parce qu'ils ont du pouvoir. Ça dépend toujours de à quel point tu as une majorité dans tes chambres. C'est comme ça parce qu'une ou deux personnes peuvent faire tout basculer. C'est là qu'on voit le pouvoir des extrêmes. On l'a vu beaucoup avec les républicains parce qu'on reprend ça en exemple parce que c'est eux qui sont au pouvoir à la Chambre des représentants, puis c'est eux qu'on entend le plus aussi. Leurs chicanes de famille sont très, très fortes et très intenses. Mais oui, il y a cet extrême que je vois. Par contre, chez les démocrates, il y a quand même des gens qui sont restés au centre. Et Biden n'a pas cette attitude de dire si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes out du parti. Puis je pense pas qu'il a le pouvoir de le faire aussi. Bien sincèrement, là, Trump a beaucoup plus de pouvoir sur son parti que Biden pourra en avoir jamais. Alors ça, c'est différent aussi parce qu'il n'y a pas cette espèce de petit marteau que tu as au-dessus de la tête de dire ça va aller mal sinon. Un des exemples, Biden en ce moment, il est dans une espèce de casse-tête terrible avec la situation Israël-Hamas.
et la situation en Palestine. Parce qu'il y a une frange de son parti qui veut vraiment qu'il n'y ait plus d'armes à Israël, qu'on dénonce que tout ce qui est cette demande d'avoir un mandat d'arrêt contre Netanyahou, bien, qu'on aille de l'avant avec ça, qu'on félicite le tribunal pénal international et tout ça. Et tu as une autre frange qui est pro-Israël au sein du Parti démocrate qui va dire non, on veut quand même qu'on envoie un message de faites attention aux civils et tout ça, mais on veut rester des alliés toujours d'Israël. Alors là, ils naviguent avec ça. C'est pas parce que l'extrême gauche le mène par le bout du nez, parce qu'au contraire, il est encore en train de livrer des armes. Pendant à peu près 2 jours, il a dit je vous livrerai pas des bombes, puis après ça, il en a envoyé, puis il a négocié pour 1 milliard supplémentaire. Fait qu'ils n'ont peut-être pas autant de pouvoir que chez les républicains, mais des centristes, dans les électeurs, je reviens un peu au début de ta question, juste les indépendants, c'est plus de 30 % des Américains. C'est pas une poignée de gens qui n'ont pas de famille politique. Je pense même que c'est comme autour de 33-35 % même. C'est beaucoup, c'est des millions d'Américains qui se reconnaissent pas dans le Parti démocrate, qui se reconnaissent pas dans le Parti républicain, puis qui vont y aller au meilleur un peu de leur connaissance avec les promesses, ou soit qui vont rester à la maison. Alors, il y en a beaucoup qui veulent des centristes, des gens modérés, des gens qui ont une logique politique. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans des politiciens? De moins en moins. C'est ça. Je veux juste revenir à ce que tu disais, parce qu'on parle souvent avec Salim sur le contexte politique du Canada. Puis on sait que il y a des tendances souvent au Canada qu'on absorbe un peu des États-Unis, que ce soit politique, culturel, whatever. Puis on a eu plusieurs invités qu'on leur a posé la question aussi, juste par curiosité, parce que ça fait peut-être 1 ou 2 ans maintenant qu'on entend les députés de Justin Trudeau, même Justin Trudeau ou ses ministres parler de far-right politics, Trump-like politics, puis qu'on n'a pas besoin de ça au Canada. Puis évidemment, ils font la comparaison à Pierre Poilievre. On comprend, c'est ton adversaire politique, on va le peindre de façon un peu négative, mais ça fait quand même un bout qu'on fait la politique. On n'a jamais vu ça. De caractériser tes adversaires, c'est normal, c'est la game politique. Mais d'aller à ces bouts-là où tu parles d'extrémisme, de fasciste, de je sais pas trop quoi, pour parler de ton adversaire, on n'a jamais vu ça ici au Canada. Au moins, je me rappelle pas. Puis, je trouve qu'on s'approche beaucoup plus de cette polarisation dont on parlait, qui est présente aux États-Unis. Comment tu vois ça, toi, pour la politique ici au Canada? Je le vois sur les réseaux sociaux. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à Donald Trump. Donc, c'est facile après ça de pointer ces gens-là du doigt, de dire qu'il y a un mouvement d'extrême droite. Est-ce qu'il y a des gens d'extrême droite au Canada? Absolument. Est-ce qu'il y a des gens d'extrême droite au Québec? Oui. Est-ce qu'il y a des gens d'extrême droite dans ma ville, en banlieue? Oui. Je veux dire, il y en a partout. C'est pas ça. Est-ce que Pierre Poilievre et Donald Trump? La réponse est non. Le conservatisme qu'on a ici au Canada, c'est pas du conservatisme américain. Là. On est très loin. Juste au niveau social, il y en a des gens qui veulent plus qu'il y ait droit à l'avortement ici, mais est-ce que ça va être le prochain projet de loi s'il y a un gouvernement conservateur qui est élu? Moi, j'y crois pas. Est-ce qu'il faut être vigilant de plein de choses? Est-ce qu'il peut y avoir des changements, des tendances à travers le temps, de mouvances d'extrême droite qui vont prendre plus de pouvoir? Oui, mais je ne fais pas partie de cette branche-là de gens qui voient ça en disant que ce qui se passe au Canada ressemble à ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'ils font des petits? Les Américains ici, est-ce qu'on importe un peu d'idées de conflits aux États-Unis? Oui, tout à fait. Juste les camionneurs avec les drapeaux de Trump, il y avait on sentait qu'on était aux États-Unis, qu'on n'était pas à Ottawa. Mais alors, justement, c'est très intéressant parce qu'effectivement, moi non plus, je ne pense pas que Pierre Poilievre, par exemple, serait un Trump canadien. J'y crois pas un instant. De toute façon, regarde, on prend un des éléments les plus basics, excuse-moi l'expression, mais tu sais, Trump, là, on peut dire qu'il y avait des tendances un peu racistes, quasi fascistes. Puis il y avait le Muslim ban à un moment donné. Là, qui veut remettre, d'ailleurs. Qui veut remettre le mur avec... Alors que Pierre Poilievre, il n'est pas là du tout. Là, Pierre Poilievre, c'est le Canada dans sa diversité. Il est conscient que c'est un pays qui a besoin d'immigration. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. On est vraiment pas là-dedans. Je pense, et puis je ne sais pas de faire l'avocat du diable, mais je pense que les gens qui essayent de rapprocher Pierre Poilievre à Donald Trump, c'est plus des personnes qui se disent, les gens les plus, disons, qui se sont plus radicalisés à droite, la seule personne en qui ils arrivent à s'identifier, c'est Pierre Poilievre, qui est arrivé d'une certaine manière à canaliser ou à attirer les personnes qui ont une certaine grogne. Oui. Cette grogne, les gens qui sont fâchés, les gens qui en peuvent plus, qui sont à bout. Donc, je pense c'est ça. Puis autre chose, malheureusement, pour le Canada ou pour les Canadiens d'une manière générale,
au niveau culturel et communicationnel, puis toi qui fais de la radio puis de la télé, je suis sûr que tu es consciente de ça. Il n'y a rien qui arrive à unir en termes de communication les Canadiens entre eux, qui s'alimentent plus en télé américaine. Tout à fait. Et qui donc, finalement, entre un Canadien de l'Est et un Canadien de l'Ouest, la référence, elle est américaine. Et c'est ça qui est un peu fou. Puis quand on s'abreuve, bien sûr, ensuite de certaines télés, Fox News de ce monde, je ne veux pas nécessairement mettre l'accent juste sur eux autres, il doit y en avoir d'autres. Eh bien, peut-être qu'au final, ça a un impact. Puis c'est peut-être ça le rapprochement que les gens font entre Pierre Poilievre et Donald Trump. Oui, puis il y a des gens qui se disent Pierre Poilievre, ça va peut-être être la voie pour justement avoir certaines politiques à la Trump. Il y en a qui vont avoir cet espoir-là. Tu parles de médias américains. Là, on est au Québec, mais dans le Canada anglais, de façon générale, ou je te dirais même au centre du Canada, bien, on va regarder peut-être beaucoup plus Fox News qu'on va regarder n'importe quelle télé canadienne. Voilà. Donc, l'information est là. Et aussi, tout ce qui est les podcasts américains qui sont plus d'extrême droite. Donc, quand tu es francophone, tu ne vas pas nécessairement aller, ça ne va pas être ton réflexe d'aller écouter certains animateurs ou pseudo-animateurs ou anciens politiciens qui vont te dire comment penser, comment agir. Je pense aussi que la gestion au niveau de la pandémie a fait des petits avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe ici. Il y a des gens qui se sont radicalisés pendant cette période-là aussi. J'ai beaucoup de personnes qui vont m'écrire, qui se disent pro-Trump, mais qui agissent dans leurs commentaires comme s'ils votaient aux États-Unis. Ils n'ont pas la double citoyenneté, là, en tout cas, je pense la majorité, mais ils ont cette attitude de dire « Trump, c'est notre leader ». Ils sont au Canada, mais Trump, c'est une espèce de leader qui dépasse les frontières pour beaucoup de Canadiens parce qu'ils écoutent les médias américains, ils écoutent ce que Trump va dire et ils prennent ça comme si c'était l'unique vérité. Il y en a des Trumpistes au Canada, c'est clair, net et précis. Je ne sais même pas s'ils vont voter nécessairement à l'élection fédérale, mais ils voteraient, je te confirme, s'il y avait une élection américaine ici. Je veux qu'on parle un peu de ton podcast. C'est sûr que tout le monde te connaît comme l'experte de la politique américaine. Puis là, il y a quelques semaines, je suis dans mes réseaux sociaux, puis bam, je vois ça, Miss America. J'ai dit, c'est punché à mon titre? Ouais. Non, je vois ça. Il y a des personnes qui vont se tromper de sujet. Hein, ils vont penser que c'est un concours de beauté. Non, je vous confirme. Au pire, ça fera plus de views. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Puis, tu sais, on a souvent cette discussion avec Salim parce que c'est sûr que maintenant, les podcasts, c'est devenu quelque chose de très habituel. Tu sais, il y a tout le monde qui a un podcast. Puis, je pense qu'on a eu cette discussion-là quand Paul Larocque est venu parce qu'on se disait c'est un média, un legacy media, un média principal ici au Québec. Puis, tu sais, il vient faire quoi dans un balado, tu comprends? Puis, tu sais, il y avait ce point d'interrogation-là et on pense toujours médias traditionnels, compétition, tu sais, Radio-Canada, Cogeco, Québécois, tout ça, puis qui qu'on va avoir, puis il faut qu'on soit les premiers, puis tu sais, il y a cette compétition-là qui est quand même saine, tu sais, j'ai rien contre ça. Mais de l'autre côté, on a les podcasts que c'est un monde complètement différent, puis je veux te demander, toi, comment tu sens dans ce... C'est pas nouveau pour toi parce que tu fais la radio, mais le concept, c'est quand même nouveau. Où, tout à coup, les collaborations fonctionnent, les partages, puis les amitiés. C'est comme un monde complètement différent. Au moins, c'est ce que moi, je ressens en faisant ça. Bien, c'est beaucoup plus de liberté. Ouais. C'est vraiment, tu as la liberté, un peu de sujet. C'est certain que j'ai des patrons quand même au-dessus de moi qui vont me dire je peux pas parler de n'importe quoi, mais il y a une liberté. Tu peux avoir une discussion pendant pas 5 minutes. J'adore faire de la radio, de la télé, là, mais combien de fois il faut que j'explique un truc hyper complexe en 3 minutes? J'ai aucune zone grise. C'est noir ou blanc ce que je présente, puis des fois, je me dis j'ai-tu bien fait mon travail parce que j'ai tellement coupé les coins ronds, mais on n'a pas le choix de le faire. Je donne pas la bonne information à 100%, tandis que là, je peux le faire. Puis je choisis, par exemple, moi, le sujet du droit à l'avortement, c'est sujet qui me touche personnellement. J'essaie de garder une neutralité dans la plupart des choses que je fais, ou le plus possible, mais au niveau du débat de l'avortement, je te dirais que comme femme, j'ai comme une petite fibre en moi qui est une petite rage à l'intérieur, puis j'avais besoin justement de partager ça avec des gens. Fait que le fait de pouvoir en parler, de poser des questions à des expertes, parce que oui, moi je suis plus généraliste, veux pas, parce que j'ai pas le choix de parler de tout et rien en ce qui concerne les États-Unis. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé que je pouvais aller loin dans mes discussions, mais j'aime ça qu'il n'y ait pas de buzzer à la fin, là, que c'est terminé l'émission. Ouais. Hein? Après ça, on peut faire du montage si on veut pas que ça soit 3 heures d'épisode. Vous comprenez ça? Mais non, je trouve que cette liberté-là est extraordinaire. Je trouve que ça va rejoindre des gens qui n'écoutent pas les médias traditionnels.
traditionnels. Combien de personnes me disaient, mais là, quand est-ce que tu vas faire un podcast où il n'y en a pas des comme ça? Puis c'est vrai, là, je dis ça super humblement, là, mais un podcast grand public de politique américaine, il n'y en a pas. Alors, pas en français, il y en a plein en anglais, mais je veux dire, les gens ici, on a tellement d'informations sur les États-Unis, on en parle sans arrêt. Tant mieux pour moi puis mon gagne-pain, mais je veux dire, est-ce que les gens comprennent la politique américaine? C'est extrêmement complexe. Alors, le but, c'était de vulgariser ça, de rendre ça le fun. Puis, oui, les États-Unis, il y a des affaires que j'aime pas. Je les aime toujours pour le meilleur et pour le pire, mais je voulais démontrer ces deux côtés-là. Parce qu'il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Donc, c'est un médium qui est intéressant. J'ai des plus jeunes qui m'écrivent. J'ai des profs au cégep qui m'ont dit, on pourrait utiliser ton podcast justement pour expliquer la politique américaine. C'est le plus beau compliment que tu peux me faire de la planète, là, au-delà de toutes les félicitations que je peux avoir à la radio ou autre. Ça, c'est vraiment le côté éducatif du podcast et le fun aussi parce que tu entends différents points de vue. On jase, on est naturel, c'est pas, il n'y a pas d'artifice. Là. Je fais pas, en ce moment, je fais pas de la télé avec quelqu'un qui me parle dans l'oreille puis qui me dit il te reste 30 secondes. Je trouve ça superbe là, comme médium. Je pense que vous êtes d'accord, sinon vous ne feriez pas ça en ce moment. Honnêtement, c'est exactement ça la réflexion qu'on avait faite. Puis George, lui, c'était un habitué. Il en avait un avant en anglais. Puis là, il s'était dit, bon, nous, on s'était parlé, puis on s'était dit, attends, là, on va faire de la politique québécoise, on va en parler en français, politique canadienne en français aussi. Je trouve qu'on ne parle pas assez de politique canadienne au Québec, donc c'était aussi l'objectif. Et effectivement, nous, on a invité plusieurs personnes, plusieurs élus, puis l'idée ici, c'était de leur tendre le micro puis leur dire, regardez là, on sait que des idées, c'est plus complexe que le 8 secondes de la clip qui va passer à la télé ou à la radio. Donc, parlez de vos affaires, mettez les nuances, parce que malheureusement, une des raisons, puis ça fait le lien avec notre discussion sur les États-Unis, mais aussi un peu sur le Canada, mais l'une des raisons pour laquelle je considère personnellement que la démocratie, malheureusement, s'effrite, c'est le manque de nuances. On ne débat plus. Voilà. On ne débat plus. Et la raison pour laquelle on ne débat plus, parce qu'on a peur que si on apporte une nuance, on soit identifié à cette nuance-là. Tu sais, parce que, regarde, je sais que c'est un sujet, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est un sujet qui divise, là, mais tu sais, dans les pro-choix puis les pro-vie, tu sais, il y a des gens avec qui j'ai déjà parlé, ils m'ont dit, mais je suis pas pro-choix à l'extrême, mais je suis pas pro-vie à l'extrême. Puis là, il y a des gens qui te disaient, ben non, mais tu sais, dans telle situation, je le comprends, puis d'autres que non, puis d'autres qui arrivent, qui disent, non, dans toutes les situations, il faut être pro-choix. Tu sais, et les gens, là, ils sont comme, mais là, c'est parce qu'à chaque fois que je mets un bémol, ben, le bémol est considéré comme je suis dans l'autre camp. Oui. Mais sauf que, non, moi, je suis dans le camp des pro-choix. Mais si je mets un bémol, je suis rendu dans le pro-vie. Oui, ben dans ce débat-là, il y a d'un côté, tu vas avoir les démocrates qui vont dire que tous les républicains veulent que les femmes meurent au bout de leur sang, puis que on revient à un extrême de contrôler les femmes à la maison et tout ça. Est-ce que c'est vrai dans certains États pour certains politiciens? Là, hier, on a eu une législation sur la pilule contraceptive, pas abortive, là. Oui. La pilule. En tout cas, je ferme ma parenthèse là-dessus. Je pense que vous comprenez dans mon ton que je trouve ça que c'est assez à l'extrême. Et on est d'accord avec toi. Mais de l'autre côté, les républicains vont dire tous les démocrates vont tuer des bébés après que les femmes aient accouché. On tue les nouveau-nés, on les assassine, on les exécute. Je pense que c'est l'expression qui a été utilisée par Donald Trump. Est-ce que dans les deux cas, tout ça est vrai? Non, pas du tout. Là. Alors, c'est de jouer sur les extrêmes et tu joues sur une émotion. Vous en avez fait de la politique, là, c'est ça. Tu joues toujours sur une émotion. Puis là, qu'est-ce qu'il y a de plus d'émotion que de parler d'enfants, de grossesse, de femmes? Ça devient extrêmement émotif. Et quand tu joues sur cette carte-là, ceux qui gagnent à jouer sur cette carte émotive-là, c'est les démocrates. Les républicains sont les plus grands perdants de ce débat-là. Je peux te dire en toute certitude que la majorité des républicains en ce moment se disent pourquoi on a touché à ça. Exactement. Pourquoi on a touché à ça? Pourquoi on a ouvert cette boîte de Pandore-là? Parce qu'ils perdent des élections. Puis Biden, là, ça irait encore moins bien s'il n'y avait pas eu ce débat de l'avortement qui était ouvert. C'est sûr. Là, les élections aux États-Unis, c'est au mois de novembre cette année. C'est un point d'interrogation si les deux candidats principaux vont s'y rendre. On ne sait pas. Je voyais déjà où tu allais avec ça. Comment tu vois ça, toi, la course? Je trouve ça... j'ai toujours l'air de penser à mes amis américains en trouvant ça dommage, mais c'est un peu ça. Je sens pas l'enthousiasme. Je sens pas d'enthousiasme par rapport à cette élection-là. C'est les deux mêmes que la dernière fois. C'est les mêmes discours. C'est les attaques personnelles. Les deux, c'est les mêmes menaces que c'est la fin de la démocratie si l'un ou l'autre est élu. On parle pas des vraies choses. On parle pas des enjeux pour les Américains. J'ai hâte qu'on
qu'on voit c'est quoi la plateforme électorale de l'un et l'autre. Biden en a un peu plus, mais Trump, là, je me suis préparée pour une conférence il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de voir c'est quoi ses promesses économiques. Il n'y a pas de plateforme, tu sais, il n'y a pas rien. Alors, il faut regarder qu'est-ce qu'il a déclaré à Fox News, qu'est-ce qu'il a déclaré dans telle radio à Pittsburgh ou ailleurs. Puis c'est comme ça que tu bâtis son plan électoral. Alors, je souhaite qu'on ait des plans, qu'on ait quand même une idée de ce qui s'en vient. Moi, je suis très curieux de voir comment le débat va du mois de juin. Du mois de juin. Ah oui, ça c'est particulier. Première fois de toute l'histoire moderne qu'on a ça au mois de juin, avant même qu'ils soient officialisés comme candidats de leur parti, parce que ça se fait dans des conventions l'été prochain. Moi, j'ai mes petites hypothèses. Alors, je peux vous les dire si ça vous intéresse. Oui, bien sûr, c'est ça. Pourquoi c'est au mois de juin? Alors, premièrement, on a voulu contourner les règles de la commission des débats présidentiels qui gère ça depuis les années 80, parce qu'on veut rien savoir d'avoir Robert Kennedy Jr., qui est un candidat indépendant qui peut aller gruger des votes des deux côtés. Parce que mais lui, désolé de t'interrompre, parce que dans ses réseaux sociaux, lui a dit qu'il va faire tout dans son pouvoir pour se qualifier. Oui. Mais il n'y a pas de pourcentage. Quand c'est un débat qui est organisé entre Trump et Biden eux-mêmes, c'est comme s'ils se disaient « Hey, toi puis moi, on va aller débattre » et que toi, tu es là dans les intentions de vote, mais on ne veut rien savoir de toi. Si on s'entend pour aller débattre puis te mettre une autre personne de côté, bien, c'est terminé. Là. C'est vraiment ça la stratégie, parce qu'il n'y a aucun des camps qui veut avoir Robert Kennedy qui prend de l'attention. Ils ne veulent pas ça, là. C'est clair. Alors, quand tu décides de t'entendre, ben, tu n'as pas de « si tu as 15 des intentions de vote, tu peux être sur scène ». Ça, c'est la première des choses. La deuxième, Biden, qui ne veut pas de public. Il a négocié ça aussi. C'est à son avantage. Il y a bien quelqu'un qui se nourrit du public, c'est Donald Trump. Si Biden a des problèmes au niveau de sa concentration, je ne suis pas en train de faire un diagnostic, là, mais je veux dire, avoir les gens qui huent ou qui chahutent ou qui applaudissent, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. Et on s'est entendu aussi pour le petit bouton mute pour les micros, pour fermer les micros à certains moments. C'est qui va l'avoir? Les candidats ou les... Les modérateurs. Alors, ma dernière hypothèse, pourquoi c'est au mois de juin dans ce contexte-là, c'est que si Biden, parce que c'est encore Biden qui a plus à gagner et à perdre. Trump, je pense que ça change pas grand-chose qu'il en fasse ou pas. Là. Les gens se sont fait leur idée. Biden, s'il se plante en juin, ben, l'élection est juste en novembre. Tu as le temps de te reprendre, de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de voir ce que tu dois retravailler dans ton pitch un peu de vente. Puis c'est pas facile de débattre justement quand tu as un discours où tu t'écoutes pas de part et d'autre. Alors, je vais sortir mon popcorn et mon grand verre de vin, ou plutôt ma bouteille de vin pour écouter ça, c'est sûr, parce que c'est normalement, les débats, c'est quoi? C'est au mois de septembre, octobre? Ça peut commencer au mois d'août ou septembre, octobre. L'élection qui est toujours au début novembre. Donc, le premier mardi de novembre. Alors, c'est avant. Tu as les débats présidentiels. Il va y avoir un débat vice-présidentiel, au moins un aussi. Donc, entre Kamala Harris et personne X qu'on ne connaît pas encore dans le camp républicain. Ça aussi, ça risque d'être intéressant. Alors, justement, puisqu'on s'approche un petit peu de la fin, j'aimerais faire quand même un peu le parallèle avec la politique canadienne. Des élections fédérales, elles vont avoir lieu. Donc, on ne sait pas quand, parce que c'est minoritaire, mais bon, selon toute ressemblance, ça devrait aller peut-être jusqu'à la fin du mandat. Donc, pour une fois, dans un gouvernement minoritaire, il n'y aura pas d'élection anticipée. Enfin, on le verra, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être ça. Et justement, je crois que les élections américaines, ils sont pour quelque chose. Je pense honnêtement que, dépendamment de comment ça va se passer, puis on peut imaginer qu'avec Trump comme l'un des deux candidats, ça va être spécial. Et le spécial est toujours favorable au gouvernement sortant. En tout cas, mon point de vue, là, ça vaut ce que ça vaut. Et donc, ça va permettre au premier ministre Trudeau d'avoir un discours qui va l'arranger selon que ce soit Biden ou Trump qui va gagner. Oui. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Mais t'es pas le seul à penser ça. Oh non, j'imagine que je ne l'ai pas inventé. Mais non, mais si tu n'as pas ça dans ce sens-là, on va dire que t'es pas fou. C'était plus, plus un compliment. Non, mais je le prends le compliment. Écoute, et donc, comment vois-tu, toi, là, comme observatrice assidue de la politique américaine, la manière dont ça peut être reçu au Canada, ce qui va se passer dans les prochains mois aux États-Unis? Bien, je pense que si Donald Trump est élu, c'est très facile pour Justin Trudeau d'utiliser l'épouvantail qu'est Trump dans l'élection, parce qu'il le fait déjà avec certains propos, avec Pierre Poilievre. Il va le faire encore, de dire, ben là, sinon l'Amérique du Nord va être dirigée un peu par la même personne et qu'il ne va pas tenir... Tu sais, lui, je pense que Trudeau veut démontrer là, que là, il est capable de tenir tête à Trump. C'est pas pour rien qu'il a dit dans certaines déclarations, mais là, si c'est lui qui est président, ça va être chaotique. Puis, il s'est prononcé, d'habitude, tu fais pas
ça là, quand il y a une campagne comme ça, de dire hey, peut-être mon futur allié politique, je n'ai pas tant le goût de discuter avec lui parce qu'il n'est pas prévisible. Hein, ça, on le sait. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui avait besoin de l'entendre nécessairement de cette façon-là. Donc, je pense que oui, c'est à l'avantage de Justin Trudeau, du gouvernement Trudeau, si c'est Trump qui est élu. Si c'est Biden, est-ce qu'il va l'utiliser aussi à son avantage en disant que c'est encore de la stabilité, qu'on va avoir la stabilité nord-américaine et tout ça? Je pense que oui aussi, il peut l'utiliser à sa façon. Est-ce que je crois que si c'est Pierre Poilievre et Trump qui sont les deux à la tête du pays, les discussions vont se faire plus facilement? Oui. Et ça, peut-être que lui aussi va utiliser ça en voulant dire... Pierre Poilievre, je parle, il va dire avec Trump, moi, je pars pas avec l'idée que je veux pas travailler avec lui. Fait que ça va bien se faire. On va être capable de collaborer ensemble, même si on n'est pas d'accord avec tout. Je suis en train de faire sa conseillère politique de peut-être des choses, des arguments à dire, mais oui, je crois sincèrement que les deux vont utiliser l'élection américaine. Mais alors, dans le cas d'une victoire de Biden, tu sais, je sais que, tu sais, par exemple, Barack Obama était extrêmement populaire. Donc, tu sais, quand il était venu faire sa visite au Canada sous Stephen Harper était bien content de s'afficher à côté de lui, même si c'était un démocrate et que ce n'était pas nécessairement des gens de la même école de pensée politique. Lorsque Biden est arrivé à visiter le Canada, est allé à Ottawa, Pierre Poilievre n'était pas premier ministre, et ne l'est d'ailleurs toujours pas, hein, je présuppose. Mais on me dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais donc on jase, là, il n'y a personne qui nous écoute de toute façon. Mais on m'avait dit que lui n'avait pas nécessairement l'envie de beaucoup trop s'afficher avec Biden, donc il y a eu la petite, poignée de main normale au Parlement, etc. Mais il ne voulait pas trop s'afficher parce que c'était pas une bonne chose pour lui, etc. Est-ce que tu peux commenter un peu? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Peut-être, parce que justement, Biden est tellement détesté par les gens qui sont plus à droite. Je veux dire, c'est une haine. Là. Les camps s'aiment pas du tout. Il n'y a personne qui dit « Biden ne me dérange pas tant que ça quand tu es dans le camp républicain un peu plus à l'extrême. » Tu le détestes, là, comme les démocrates détestent Trump. Alors lui, s'il veut plaire à sa base, qui n'aime pas nécessairement Joe Biden, qui n'aime pas ses politiques, je dis sa base, mais peut-être une partie de sa base, je vais préciser mon idée. Oui, de s'afficher avec lui, bras dessus-dessous, à dire qu'on l'aime donc bien, Joe Biden, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie, parce qu'après ça, tu vas dire moi, je suis Pierre Poilievre, je vais tenir tête à Biden, c'est lui qui est réélu, vous allez voir, c'est pas parce que c'est lui qui est à la tête du pays qu'on va, nous, se mettre à genoux devant les États-Unis. Ça peut être aussi ça, sa position. Donc c'est possible. Puis ton idée de Barack Obama, qui est un peu une star et tout ça, il l'est encore, là, s'il vient au Canada. Biden, j'étais à Ottawa lors de sa visite. J'étais assistée comme média quand il était là avec Justin Trudeau. Je voyais pas les grandes foules qui voulaient voir son cortège passer. Hein. Il y a 3 manifestants et demi. Puis quelques personnes qui étaient curieux, mais c'est tout. Il n'y avait pas cet engouement-là. Donc, c'est pas si populaire que ça non plus de s'afficher avec Biden, même pour un Justin Trudeau. Je pense que Biden, le fait qu'il délaissait le Canada, Justin Trudeau n'avait pas le choix de l'accueillir à bras ouverts parce que là, on paraît un peu mal. Hein. D'ailleurs, Biden dit que c'était l'Australie maintenant ses meilleurs amis. Voilà. Ça, dans les chicanes entre pays, c'est pas gentil. Là. Non, c'est ça. Mais on voit ça de plus en plus, hein, les Américains. Là, l'autre jour, on a vu les sénateurs américains qui ont critiqué le Canada sur leur budget avec l'OTAN. Puis, je sais pas, tu sais, on est comme devenu un peu... Le petit frère fatigant. Non, mais c'est pas juste ça, c'est que, tu sais, de partout, tu sais, l'Inde nous aime plus, la Chine, les États-Unis, tu sais, le Canada, il était parmi les pays les plus respectés puis les plus aimés, puis, tu sais, on nous regardait puis on dit, c'est le Canada. Là, je sais pas, j'ai l'impression que, tu sais, c'est... Oui, on est un peu tassé, mais je pense qu'on était aussi toujours à côté des États-Unis. Hein. Quand on arrive en quelque part, le poids des Canadiens aussi, c'était de dire que les Américains, they got our back, là, sont là avec nous. Donc, s'il nous arrive quelque chose, on a toujours les Américains pour nous aider, pour nous soutenir, parce que c'est notre grand frère, c'est nos voisins. On a peut-être moins ça. Alors, quand le Canada se retrouve tout seul avec plein d'autres pays alliés, puis que les États-Unis ne sont pas là derrière eux à les pousser puis à dire que tout va bien, c'est mon image, honnêtement. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi pour expliquer cela. Il y a eu toute l'histoire, la Chine, l'Inde, il y a eu aussi des événements qui ont fait que les relations se sont refroidies, hein, avec les espions qui n'étaient pas espions, qui ont été gardés en Chine pendant longtemps. Les deux Michael, je cherchais leur prénom. L'Inde, l'assassinat et les tentatives d'eux. Là. Alors, tout ça, je pense que ça fait des éléments aussi pour refroidir les relations. Mais oui, le Canada n'a pas le même statut que par le passé. Et les États-Unis aussi, d'ailleurs. Hein. Les Américains, c'est pas si populaire qu'avant.
Puis, alors, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être une dernière question, j'en sais rien, là, mais on va être dans la fiction, là. Valérie, on va rentrer un peu dans la fiction, OK? Les Américains, pendant longtemps, aimaient la stabilité à l'échelle internationale parce qu'elle leur était favorable. C'était un peu les gendarmes du monde, etc. Tu sais, ça allait bien, etc. Bien sûr, ils voulaient de la stabilité au nord, au niveau du Canada. Puis là, c'était correct. Il n'y avait pas vraiment de remous. Là, ils voulaient de la stabilité au sud, au niveau du Mexique, parce que là, tu ne veux pas, par effet domino, avoir de l'instabilité chez toi. Tout à fait. C'est sûr que, bon, au Canada, on a eu les 2 référendums en 1980, en 1995. Est-ce que, admettons, on fait de la fiction, M. Saint-Pierre Plamondon arrive au pouvoir, puis regarde, c'est une option politique tout à fait légitime, puis il décide, s'il se fait élire là-dessus, puis il décide de mettre en place un référendum, etc. Tu sais, les Américains, en 95, là, de bout en bout, ils étaient comme, non, il faut que le Canada reste uni. Là, est-ce qu'on n'est pas à une époque où les Américains sont moins portés là-dessus et pourraient être comme, you know what? If it breaks Canada, it breaks Canada. Oui, je pense qu'ils n'ont pas la même préoccupation qu'avant. Je pense aussi que si c'est Biden qui est là, il va être plus pro-Canada, de dire on veut avoir la stabilité, tandis que Trump va dire si eux, ils veulent s'entretuer ou faire ce qu'ils veulent, ça va aussi. Puis il y a d'ailleurs des gens de l'extrême droite comme Tucker Carlson, parce que oui, je le considère là-dedans avec certains de ses propos, qui parlait du Québec en disant, ils m'énervent, les francophones du Québec, mais au moins ils se tiennent debout, puis eux, ils veulent avoir un pays. Fait qu'il y avait comme une espèce d'admiration de dire que s'il y avait ce mouvement-là souverainiste qui existait, c'est qu'au moins, eux avaient de la colonne vertébrale de vouloir aussi garder leur identité, le fait qu'ils soient francophones. Alors, il y a quand même des gens, je pense à droite, qui vont dire, bravo au Québec d'essayer de se tenir quand nous, on n'est pas capable de le faire. Alors, c'est particulier, on ne pourrait pas imaginer ça peut-être il y a quelques années, d'avoir cette idée-là que, je ne sais pas, des plus extrémistes aux États-Unis se dire bravo au Québec de faire ça. Mais il y a des mouvements indépendantistes aussi aux États-Unis qui sont presque tous associés à l'extrême droite ou à la droite. D'ailleurs, il y en a un qui était avec dans les manifestations des camionneurs, le Diagolon. Je ne sais pas, c'est d'un État de l'Alaska jusqu'à la Floride en diagonale. Alors, si vous avez en tête votre carte géographique, c'est de l'extrême droite. C'est de dire qu'on va avoir tous les gens qui pensent un peu de la même façon, qui sont dans notre petite diagonale. Une frontière assez intéressante à imaginer sur une carte du monde. Je pense que j'ai vu ça sur Facebook passer. Valérie, on va mettre un petit point. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que tu prépares? À quoi s'attendre? Tu veux dire dans mes projets personnels ou la politique américaine? Ce que tu veux. Je peux dire 2 choses. Moi, ce que je vais regarder en politique américaine, c'est vraiment qui va être le colistière de Trump. Ça, c'est vraiment mon petit suspense à moi qui m'intéresse vraiment de voir est-ce qu'il va aller avec quelqu'un qui est plus modéré pour aller chercher des élus, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est très, très intéressant. Ou il va aller avec quelqu'un qui est du mouvement MAGA, puis là, je pense qu'il va s'aliéner une partie des électeurs. Alors, je ferme ma parenthèse. Mais sinon, on termine la saison, nous, de notre balado Miss America, donc le dernier épisode qui s'en vient. Par la suite, on va être de retour à l'automne. Alors ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça va être les élections. Je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire. Parce que dans le podcast, à date, j'ai pas à peine prononcé Trump. J'ai à peine prononcé élection. On voulait justement aller ailleurs, parce que moi aussi, des fois, je suis tannée de parler juste de Donald Trump. Je sais que les gens veulent entendre autre chose. Donc, c'est ce qui s'en vient. Mais sinon, pour l'automne, de retour, là, mordu de politique, à chaque jour à RDI, du lundi au jeudi, 98.5 aussi. Là, je serai de retour à l'émission du retour avec Philippe Quentin, cette fois-ci, qui va animer. Puis plein d'autres beaux projets qui s'en viennent. Je pense que ça va être mon petit marathon de politique qui commence. On va te suivre avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Valérie, d'être venue nous parler. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Un petit rappel encore, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. On veut grandir ça. Allez nous suivre sur toutes les plateformes audio. Mettez des likes, des shares, des petites étoiles. Là. Vous pouvez faire un rate. Les clochettes, là. Les clochettes pour avoir les notifications. Donc, merci beaucoup. Merci Valérie encore une fois. Et on vous voit tous la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci. Ciao tout le monde. Au revoir.